Tout le monde sait aujourd'hui que la lutte contre le changement climatique est un objectif absolument fondamental. Le tunnel sous la Manche en particulier et le fret ferroviaire d'Europort sont au cœur du report modal et des aspects environnementaux. On peut même dire que c'est dans l'ADN du tunnel sous la Manche. On a, depuis le début, et y compris lors de la construction du tunnel, eu les meilleures pratiques environnementales, et notamment les fameux déblais de creusement du tunnel ont servi à créer des espaces naturels, en particulier sur la côte britannique, qui est classée dans les meilleures réalisations environnementales et écologiques depuis plus de 10 ans, avec des distinctions qui sont certifiées. Nous avons fait aussi d'énormes efforts sur l'ensemble des flux polluants que nous pourrions générer, des déchets jusqu'à tous les aspects, y compris de gaz inertes permettant d'éteindre les incendies s'il y en a. Et nous continuerons avec détermination à renforcer tous ces aspects-là. On peut dire que Getlink est à la pointe de tout ce qui concerne la protection de l'environnement et les évolutions favorables en la matière. Et nous allons annoncer au printemps un programme très ambitieux, mais très concret, permettant de continuer à renforcer ce formidable atout environnemental. Nous voulons faire quelque chose de tout à fait réel et concret. Il y a toutes les actions qui sont conduites et qui continueront à être conduites sur les matériels et l'infrastructure du tunnel sous la Manche. Pour le fret ferroviaire, on attend avec impatience que des locomotives, soit à hydrogène, soit au biocarburant, soient disponibles sur le marché pour pouvoir basculer du fuel vers ces carburants verts. En ce qui concerne la traction dans le tunnel sous la Manche, elle est déjà majoritairement décarbonée, puisque c'est presque 90% de l'énergie électrique nucléaire que nous utilisons. Nous allons élargir cette fourniture à des électricités vertes, mais il n'empêche que sur le plan de la décarbonation et de l'utilisation de l'énergie dans le tunnel sous la Manche, on est très clairement en avance sur tous les compétiteurs. Et là, je voudrais souligner un sujet, à mon avis, important, qui est que cette évolution positive et cet engagement vers la lutte dans le changement climatique doit être faite par tout le monde en même temps. Et c'est très important, y compris sur le plan de la concurrence économique, parce que, et c'est évident, une vraie, concrète lutte contre le changement climatique nécessite des transformations industrielles dont certaines peuvent être majeures, qui ont donc un coût, dont on sait, parce qu'on n'hésitera pas à les faire, que ce sont des investissements rentables à moyen terme, mais, et particulièrement dans cette crise sanitaire, il faut quand même passer le très court terme, ne pas l'oublier. Et là, je trouve qu'effectivement, la responsabilité des pouvoirs publics est majeure. Il ne suffit pas de dire « mettez-vous en harmonie avec l'accord de Paris » et fermer les yeux sur ceux qui ne se mettent pas en harmonie avec cet accord de Paris. Le projet ElecLink est une interconnexion électrique, comme il en existe déjà un certain nombre entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. C'est un projet d'environ 700 millions d'euros que nous finançons sur nos fonds propres. Il s'agit d'un câble, en fait deux, un dans le sens aller et un dans le sens retour, qui utilise le tunnel ferroviaire pour acheminer d'un côté comme de l'autre de l'électricité. C'est un élément majeur de la transition écologique parce que le développement des énergies renouvelables se traduit, tout le monde le sait, par une très grande volatilité de cette énergie. C'est-à-dire qu'au pic de consommation traditionnel, l'électricité dans les pubs anglais à 17h UK time, c'est-à-dire 18h française, le journal télévisé du 20h en France, ce sont des pics de consommation très stables, très connus, que les producteurs d'énergie et RTE en France savent parfaitement gérer. Les énergies renouvelables sont évidemment volatiles. Il y a ou pas du vent sur les champs d'éoliennes d'Écosse, et ça sera la même chose demain sur les champs d'éoliennes maritimes. Les panneaux solaires peuvent contribuer, mais il y a des moments où effectivement ils sont moins productifs. Et donc le développement des énergies renouvelables partout en Europe
se traduit par un besoin que je qualifierais frénétique d'échange de quantité d'électricité entre ceux qui consomment et ceux qui produisent cette énergie renouvelable. Et Eleclink est au cœur de cette problématique. Eleclink est parfaitement bien placé puisque c'est une liaison entre le sud de la Grande-Bretagne, qui est une des régions qui consomme le plus d'électricité, avec le Grand Londres en particulier, et le nord de la France, qui certes est déjà bien doté de centrales nucléaires, mais un peu faible en termes d'énergie renouvelable. Et puis c'est surtout la possibilité de compenser les fermetures de centrales à charbon que la Grande-Bretagne a réalisées et que l'Allemagne est en train de réaliser. Et donc, cette interconnexion électrique est un élément de lutte contre le changement climatique absolument majeur. Donc, on est sur des technologies basiques éprouvées. Lorsqu'Eleclink sera en service en mi-2022, il apportera bien sûr une contribution financière, le péage des électrons qui utilisent ce câble, extrêmement satisfaisante pour nous permettre justement de continuer à développer notre politique active de lutte contre le changement climatique, mais surtout, elle rendra un service considérable aux populations, à des millions de personnes qui pourront, si elles le souhaitent, basculer sur de l'énergie renouvelable sans craindre des ruptures de charge. La priorité en 2021, elle consiste évidemment à gérer la crise sanitaire en fonction des ouvertures de frontières, c'est-à-dire d'être en mesure de donner immédiatement satisfaction aux millions de touristes largement britanniques qui veulent profiter des périodes d'été en France ou en Europe continentale, permettre peut-être aussi à tous les étudiants qui ont déserté la Grande-Bretagne pour revenir chez eux, étudiants européens, de reprendre leurs études en live en Grande-Bretagne. Donc là, avec nos amis d'Eurostar, nous sommes prêts à offrir immédiatement un rétablissement pratiquement instantané des circulations de voyageurs dès qu'elles seront permises. En ce qui concerne les marchandises, il s'agit surtout, j'allais dire, d'aider les transporteurs et surtout les importateurs ou exportateurs qui n'ont pas encore totalement dominé l'accord du Brexit, d'aider toutes ces marchandises à franchir la frontière dans un sens ou dans l'autre de la manière la plus efficace et conserver la fluidité qui est notre force absolue. À cet égard, et notamment sur le plan européen, nous veillerons à ce que les traitements de contrôle de frontières de l'Europe restent homogènes entre les pays qui bordent la Manche et la mer du Nord. Et pour être extrêmement clair, j'entends aujourd'hui des transporteurs, notamment britanniques, qui disent « nous changeons nos destinations ». Oui, c'est vrai, le détroit du Pas-de-Calais, c'est la voie la plus rapide et la plus efficace, que ce soit pour un mode tunnel ou pour un mode ferry, mais nous restons, surtout si nous avons des produits phytosanitaires, alimentaires, nous restons bloqués parfois 4-5 heures dans les contrôles vétérinaires qui sont exercés en France, alors que ces mêmes contrôles vétérinaires en Belgique ou en Hollande durent moins d'1 heure. Et là, il y a un vrai souci qui consiste à faire en sorte que la politique de contrôle des frontières, la nouvelle politique de contrôle des frontières au niveau européen, soit homogène et qu'elle n'entraîne pas de distorsion entre ceux qui font des contrôles et ceux qui n'en font pas. Et je rappellerai que pour l'instant, il n'y a aucun contrôle en mer d'Irlande. Et il y a un moment donné où la France, qui veut être la meilleure élève de l'Europe, devra faire preuve de pragmatisme. Mais je sais que les services en sont concernés et on a la chance d'avoir un ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, qui est tout à fait informé de ces problèmes et particulièrement vigilant. Donc, je suis confiant, mais l'Europe ne peut pas fonctionner à 2 vitesses. On ne peut pas avoir une France exigeante et des pays du Nord laxistes. Et ça, je pense qu'il faudra y remédier assez rapidement.